Salut, salut, vous êtes bien sur la chaîne Apprendre la harpe celtique avec Eve. Je vous remercie beaucoup de visualiser cette nouvelle vidéo, comme son nom l'indique et comme vous avez pu le voir sur la vignette. Nous allons faire connaissance avec quelqu'un qui a été et qui est toujours très important dans ma vie de harpiste celtique. Ce grand monsieur s'appelle Dominique Bouchot. Alors, peut-être, et c'est le but de cette vidéo, peut-être que vous ne connaissez pas ce monsieur et pourtant il fait partie, comme Alan Stivell, comme Lorena McKennitt, comme Marianne Clark-Cantet, Catherine Delavier. Il fait partie de ces... Au départ, j'allais marquer père fondateur, mais en réalité, il y a aussi des mères fondatrices. Il fait partie de ces fondateurs du mouvement de la harpe celtique en France, puisque comme il va l'expliquer dans cette vidéo, il a été le premier professeur de harpe celtique implanté à Quimper dans les années 80-81. Et il a fait une carrière ambivalente, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire entre être pédagogue et développer des outils qui n'existaient pas à l'époque et en même temps être musicien pour montrer toutes les capacités que la harpe celtique a encore aujourd'hui. Et ça a été vraiment un très grand bonheur pour moi de faire sa connaissance parce que d'abord c'est quelqu'un de très gentil, de foncièrement humain, de très à l'écoute des remarques, des questions et des réponses qu'il fait qui sont vraiment très enrichissantes et qui sont très généreuses en information. Voilà, donc trêve de blabla, je voulais vraiment faire cette petite intro parce que c'est vrai que j'aimerais cette année faire des vidéos comme ça, alors soit de rencontres, soit d'explications, parce que bien évidemment, aujourd'hui et même dans la vidéo, on en parle à un moment donné, il y a des gens d'une certaine génération qui vont un jour disparaître et si on ne fait pas de vidéos les présentant, les gens qui commencent l'harpe celtique ne connaîtront peut-être pas ces gens-là. Et moi, je trouve que c'est important de toujours revenir au passé pour créer une racine solide de ces connaissances pour ensuite développer ses propres connaissances. Et voilà. Et donc, je suis très contente aujourd'hui parce que j'habite en Bretagne d'avoir accès à des gens comme Dominique Bouchot parce que d'abord il est très disponible et je l'en remercie beaucoup et parce que c'est un puits de science qui est important d'écouter pour votre propre chemin harpistique. Voilà. Donc tout de suite je vous laisse avec cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est vrai que moi j'ai pu être au tout début, il y a eu Alan Stivell, puis le problème c'est qu'il a jamais voulu transmettre en pédagogie. Bon, il a transmis beaucoup par son travail. Et donc moi 10 ans après, la toute première c'est Marianne Clark-Cantet. Alors moi l'harpe tout court, je l'ai eu au berceau à la maison, tout simplement, puisque donc ma mère, donc ma famille qui habitait Nantes, ma mère était harpiste, hein, elle avait fait le conservatoire de Paris, elle avait été professeure au conservatoire de Nantes et puis à l'Opéra de Nantes. Et puis elle a eu ses 4 enfants. Et donc moi j'ai toujours vu une harpe à la maison. Par contre, elle souhaitait pas que je fasse spécialement de la harpe parce que ma sœur aînée en faisait déjà. Et elle m'avait dit tu pourras faire du violoncelle ou etc. Mais par contre, quand elle faisait ses cours, moi j'assistais dans le salon où était la harpe. Moi j'étais là à jouer avec mes jeux. Et puis quelque part, j'ai appris à mon insu dès l'âge de 3-4 ans. C'est plus que l'oreille, parce qu'un enfant, il regarde tout. Et j'ai développé même quasiment la position de la main, etc. Et donc, je me suis mis tout seul à la harpe, au grand étonnement de ma mère. Et donc, vers 6 ans, 7 ans, je lui ai demandé de me donner vraiment des cours. Voilà. Donc, ça s'est fait presque de façon par immersion familiale presque naturelle. Donc bien sûr, à cette époque-là, il s'agissait bien de harpe classique. Hein. À la maison, il n'y avait qu'une harpe classique.
Après, j'ai passé mon bac à Nantes et puis j'ai pu entrer, j'ai passé l'examen de passage donc, au Conservatoire supérieur à Paris. Et donc, j'ai eu ma formation en musique classique. À la fois, j'ai eu un enseignement de très haut niveau, mais ça m'a pas du tout convaincu et convenu au niveau de l'ambiance déjà qui était épouvantable, très sélective. Il y avait 2 classes de harpe, on était toujours en bisbille entre les 2 classes, fallait toujours que ça soit, fallait toujours être meilleur que les autres. Et puis j'ai été très déçu du répertoire de la harpe classique, puisque moi, dans mon innocence d'adolescent, je pensais qu'il y avait plein de morceaux, plein de répertoires, plein de concertos. Puis je me suis aperçu qu'à la harpe, on avait quoi, 2 ou 3 concertos, qu'on avait 2 ou 3 œuvres de compositeurs comme Gabriel Fauré, Debussy, mais qu'on avait très peu de répertoire intéressant. Ça, c'est dans les années 75-80. J'ai eu mon premier prix en 1978, mon premier prix de harpe classique. Et là, j'ai fait une grosse crise personnelle parce que j'ai voulu arrêter la musique. Et donc, je me suis inscrit carrément à la Sorbonne pour faire des lettres. Je me voyais pas continuer en harpe classique. Voilà. Et par contre, j'étais dans le brouillard complet. Voilà. Et tu savais plus du coup quoi faire, quoi. Tu disais, bon, je vais... Ah oui, mais bon, là, j'ai eu vraiment on appellerait ça maintenant un burn-out. À l'époque, c'était plutôt un petit coup de déprime. Mais, et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des amis en Bretagne, parce que j'étais de Nantes, et j'ai eu l'occasion d'aller à Lorient. Et par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, mais c'est quand même vraiment par hasard, le week-end où j'étais chez mes amis, il y avait le Camp Narboble de Lorient. Et c'est là que j'ai entendu de la musique bretonne pour la première fois, que j'ai découvert cette liberté, cette musique ancrée, cette musique qui prend aux tripes et qui a beaucoup de liberté. Déjà, à Nantes, il y a quand même toute une partie de la ville de Nantes qui se dit nantais, pays nantais, et qui rejette un petit peu la Bretagne. Oui. Bon, il faudrait nuancer ça, mais en tout cas, voilà, il faudrait nuancer ça, mais c'est quand même le côté, la ville de la grande ville, et par rapport à la campagne et par rapport à la Bretagne. Et d'autre part, moi, j'étais dans un milieu de musique vraiment, on peut dire carrément la bourgeoisie nantaise, la musique classique. Et je connaissais rien aux musiques populaires, traditionnelles du monde. Je connaissais rien à la musique de variété. Donc on n'écoutait que de la musique classique à la maison. Donc donc je sentais bien qu'il me manquait quelque chose. Alors donc pour revenir à Lorient, il s'avérait aussi que c'était la deuxième année où il y avait le concours de harpe qui avait le droit de passer au Camp Narboble, donc ce concours de musique bretonne à Lorient. Gagné quelques années plus tard. Exactement, tout à fait. Mais à l'époque, j'en étais pas là. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Marianne Clarentek, que j'ai rencontré, que j'ai entendu pour la première fois de ma vie, la harpe celtique. On disait déjà ce mot-là, quand même, parce que Alan Stivell en avait parlé. Oui, ce mot harpe celtique, je pense même, c'est même pas le père, je pensais vraiment à Alan Stivell, parce que au départ, il a fait son premier disque, qui s'appelle Harpe irlandaise. Hein. Oui. Et quand il a sorti son disque qui a fait événement, donc dans les années 70, je sais pas la date exacte, qui s'appelle Renaissance de la harpe celtique, c'est là qu'il a imposé ce mot harpe celtique. Moi qui me convient assez bien, hein, parce que j'avoue que j'aime pas tellement le mot petite harpe ou harpe à levier. Bon, moi sur mes disques, je parle de harpe, parce que comme c'est souvent des disques de musique bretonne, où je parle de harpe, puisqu'après tout, comme dit Marianne Clarentek, je suis d'accord avec elle, la harpe celtique, c'est quand même l'ancêtre de la grande harpe, même si c'est un instrument qui a beaucoup évolué. Et donc, quelque part, c'est nous on est légitime à parler du mot harpe, alors que la harpe classique, qui est très récente, puisque la harpe à pédale, c'est 1816, 1817, hein, c'est le 19e siècle. Hein. La harpe à pédale est venue bien après. Je comprends. Double révélation, parce que je me dis, une musique toute simple, une petite mélodie, c'est quand même très beau et ça me touche complètement. Il y a une émotion. Et la deuxième révélation, c'est que je me suis dit, mais il y a tout à faire parce que c'était le tout début et bon, Marianne avait fait beaucoup de travail et d'efforts, mais les élèves étaient quand même très faibles, le niveau était très faible. Je voyais bien qu'au niveau des arrangements, de la main gauche, au niveau technique, on n'y était pas du tout. Et c'est vrai que mon bagage technique de harpe classique me donnait quand même des outils pour que les élèves puissent jouer et à la fois des danses difficiles, de la musique irlandaise, parce que c'est très difficile à la harpe quand on veut jouer des jigs, des reels à un tempo, surtout que maintenant ça va de plus en plus vite. Donc les Irlandais, quand ils font des sessions, ça va à toute vitesse. Pour nous, c'est extrêmement difficile, hein, parce que c'est un instrument tu le sais bien, de jouer rapidement, dans la mesure où on doit appuyer sur la corde. Voilà.
Et donc, il faut vraiment travailler sa technique, et une technique qui est très relaxée aussi, parce que si on joue en force, comme souvent les harpistes classiques, qui ont des cordes très très tendues, bon, on n'y arrive pas. Hein. Et c'est quand même pareil si on joue en musique bretonne, des gavottes, des Larry des gavottes, des plines. Si on n'a pas une bonne technique, ben on n'y arrive pas. Donc à l'époque, c'est vrai qu'on jouait surtout des cantiques, des petites mélodies, bon, un peu de musique vantaise, andro, anterdro, parce que ça... en Irlande, j'ai été... Alors à l'époque, j'ai pu rencontrer beaucoup d'Irlandais, notamment Janet Harbison, qui est vraiment quelqu'un de très très sympathique, très ouvert, très très généreux. Bon, à l'époque, elle était aussi au tout début. C'est Alan Stivell qui, donc, dans les années 70, lui avait aussi donné l'envie et puis le goût de pouvoir vraiment faire une carrière dans la harpe. Elle voyait un peu toutes les possibilités. Et donc, j'ai commencé à comprendre. Il faut quand même dire ça, c'est que je ne comprenais rien au début, parce que moi, j'avais l'habitude de faire que sur partition, que des morceaux très très difficiles, puisque pour que ça plaise aux gens, il fallait jouer de la musique très compliquée, des morceaux de 15 pages, apprises par cœur. Il fallait tout contrôler. Il fallait que je désapprenne beaucoup de choses. C'est pas tellement la technique, mais c'est surtout la façon d'aborder la musique. C'est que la musique classique, on est tout dans le contrôle. Il faut un son parfait, avec un son idéal. Il faut une technique parfaite. La moindre fausse note est une erreur. Alors que en musique traditionnelle, c'est plus du tout les mêmes paramètres. Par contre, en musique traditionnelle, il faut être à l'écoute de soi-même, détendu, il faut se laisser aller, il faut être dans la cadence, comme disent les musiciens traditionnels, il faut être dans l'émotion, il faut être dans la vibration. En art classique, il y a un truc qui m'a toujours agacé, c'est qu'on passe son temps à étouffer les vibrations. Alors, notamment, soi-disant, pour pas mélanger les harmonies, alors notamment dans la nouvelle école de harpe classique, on voit des élèves, les harpistes passent leur temps à étouffer des cordes pour pas que ça mélange. Alors que moi, ce que j'adore, c'est toute cette inframusique qui est faite par les vibrations de la harpe et des vibrations sympathiques sur la table de la harpe qui crée vraiment une ambiance. Et c'est ça que les gens apprécient. Bon, déjà, je suis venu habiter en Bretagne. Oui. Moi aussi. Puisqu'à l'époque, j'étais plus au conservatoire à Paris, mais j'habitais encore Paris. Donc, très très vite, je me suis dit, je vais venir en Bretagne. Et très vite, donc en 1980, le poste de harpe a été créé à Quimper. C'était un collègue guitariste qui avait 2 ou 3 élèves, parce que ça l'intéressait, mais qui n'était pas harpiste. Et le directeur de l'époque a voulu créer une classe de harpe classique. Alors, moi, je me suis dit, venir à Quimper, ce serait génial. Par contre, il a fallu que je négocie que je voulais pas de harpe classique et que c'était bien une classe de harpe celtique. Dans la capitale culturelle de la Basse-Bretagne, ça me paraissait indispensable. Bon, ça a été assez difficile à faire passer. Là, mon prix de Paris m'a servi parce que le directeur s'est dit, voilà, il est légitime. Et tous les ans, il essayait de me dire, on a le budget, Dominique, on a 20 000 €, je vous achète une harpe classique. Et je lui dis, mais non, je suis en train de créer avec des collègues ce nouvel instrument, on peut quand même dire comme ça, qui est la harpe celtique. C'est absolument passionnant, la classe est pleine. Personne, d'ailleurs les élèves ne voulaient pas faire de harpe classique. Oui, exactement, ça, moi c'est ce que j'allais te dire. Mes adolescents, Alain Stivell, c'est fini. Hein. C'est un petit peu plus tardif que 80, je pense que c'est plutôt 95, voilà. Et c'est au Kelly à Quimper. Donc, il m'a fallu quand même 10 ans parce que dans un premier temps, moi j'ai enseigné comme moi je savais faire, c'est-à-dire avec plus ou moins des partitions, avec des exercices, de la technique. Par contre, moi j'étais très exigeant et je le suis toujours par rapport la harpe, c'est un instrument qui est pas très sonore, et donc il y a quand même certains harpistes qui jouent du bout des doigts, on n'entend rien. Donc pour moi, c'est important qu'on puisse, ce qu'on a dit, appuyer sur les cordes pour avoir du son. C'est important d'avoir une bonne technique. C'est important d'écouter entre le rapport entre la mélodie et la basse, etc. Pour la harpe, j'ai trouvé assez vite des solutions pour jouer sur la harpe celtique avec des cordes plus souples, faire sonner des harpes celtiques. Ce qui était difficile, c'est de comprendre la réalité de la musique bretonne. C'est déjà la transmission orale. On
peut pas passer à côté, c'est trop. Donc j'ai mis du temps à savoir bien enseigner l'oralité, c'est-à-dire oui. Et donc et par contre ça a complètement changé aussi ma relation pédagogique aux élèves, c'est-à-dire quand tu enseignes avec l'oralité, tu joues, l'élève reproduit, il peut reproduire un peu différemment, donc on peut lui dire ben ça c'est pas grave, c'est ta version, tu fais ta petite variation, ou alors et on travaille beaucoup sur la mémorisation aussi. Dans un premier temps, je donnais pas de feuilles, de partitions, et j'aimais mieux pas qu'ils enregistrent non plus les petits, qu'ils fassent travailler leur mémoire. Comme on faisait dans l'ancien temps, comme tu dis, puisqu'on est quand même dans une époque où comme on peut tout figer sur nos portables, on fait beaucoup moins travailler la mémoire. Et les enfants, ils se débrouillent très très bien avec ça. Ben moi, je suis très très admiratif de ce qu'elle a fait en musique irlandaise. Et j'avoue que je suis un petit... Bon, elle n'a pas pu aller au maximum de ses possibilités puisqu'elle est morte très jeune. Et je trouve qu'elle n'a pas été assez reconnue, notamment en Irlande, parce que je trouve qu'elle a été presque plus vite que les Irlandais. Bon, maintenant, ça a beaucoup évolué et la jeune génération de harpistes, elle est vraiment remarquable. Mais je trouve que à l'époque, mais bon, elle n'était pas légitime parce qu'elle n'était pas irlandaise, mais dans les années 80-90, elle avait été beaucoup plus loin et plus vite en ce que je peux comprendre de la musique traditionnelle irlandaise, même que les Irlandais. Et elle a fait un boulot magnifique. Et je me suis beaucoup... j'ai été beaucoup influencé par son travail, notamment son travail de basse, très très simple, son travail rythmique. Hein, elle fait tout le temps des contretemps à la main gauche, surtout sur les danses, c'est super. Au lieu de jouer comme on fait en musique classique, tout sur les temps forts, elle joue toujours sur des temps faibles pour créer un groove, un swing. Et ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. Mais je me rappelle Catherine Delavier, parce qu'elle était quand même un peu plus jeune que moi, elle souffrait entre guillemets beaucoup parce qu'elle voulait quand même avoir ses diplômes. À l'époque, on pouvait faire qu'en art classique, donc elle était obligée de passer ce qu'on appelait la médaille d'or à l'époque. Et bon, ça l'intéressait pas du tout. Et parallèlement, elle faisait beaucoup de musique irlandaise, de harpe irlandaise, avec un très très bon niveau. Et je me rappelle que elle était très en colère un peu d'être obligée de passer par une musique et par des façons de faire qui lui plaisaient pas. Ça dépend des périodes, hein, parce que j'ai quand même adoré être sur scène. J'ai beaucoup joué. Je jouais finalement pas tellement en Bretagne, mais j'ai énormément joué en Italie, en Allemagne, en Suisse. Je partais 5 ou 6 fois par an. Jouer dans ces pays-là. Bon, par contre, il y avait quand même une question de temps, c'est que moi, j'ai toujours été à temps plein au conservatoire de Quimper, parce que ça, c'est mon tempérament. Moi, j'avais 3 enfants, il fallait que je nourrisse la famille, et j'avais besoin d'une stabilité, et donc c'était quand même relativement compliqué. Fallait que je parte pendant les vacances, des grands week-ends, que je remplace mes cours. Et donc j'ai adoré jouer, j'ai adoré. Mais par contre, pour moi, non, je trouve que certains artistes font trop d'enregistrements. Il y a des périodes, presque tous les ans, ils sortent un disque. Ouais. Moi, j'ai voulu faire un disque quand j'avais vraiment quelque chose de très très nouveau à proposer. Bon, peut-être que je suis un petit peu lent, hein. Peut-être que j'ai pas une créativité débordante. Et en effet, j'ai fait qu'à tous un CD. Mais c'est vrai, c'est quelque chose que j'aime pas énormément faire, hein, l'enregistrement. Quand on réécoute, on est toujours déçus, tous. Bon, après, ça a beaucoup évolué, parce que maintenant, on enregistre chez soi. Mais quand j'ai commencé les enregistrements, parce que moi, j'ai quand même fait un 10-33 tours pour commencer, c'était quand même très 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 laborieux, et puis c'était quand même très compliqué. Enfin, il fallait découper des bouts de bande pour corriger tout, donc on recommençait indéfiniment pour que ça soit propre. Voilà, aujourd'hui on s'enregistre pendant un concert ou pendant une répétition, et puis après on retravaille. Surtout au début, ça m'a vraiment intéressé, parce que la harpe celtique, elle n'existait pas. Bon, il y avait Alain Stivell, mais dans les conservatoires, elle n'avait pas sa place encore. Il y avait que 2 ou 3 classes en France où elle existait, et ça m'a vraiment... Le premier travail que j'ai fait, c'est de dire la harpe celtique, c'est un instrument à part entière. C'est pas une petite harpe, c'est pas un instrument de débutant, et donc c'est un instrument à part entière. Et regardez tout ce qu'on peut jouer, toute la musique celtique, toute la musique sud-américaine, la musique d'Europe de l'Est, tout le répertoire médiéval, Renaissance, et on a des choses magnifiques en musique européenne de cette époque-là. Moi, j'avais beaucoup connu à une époque une spécialiste de harpe ancienne qui s'appelait Elena Polonska, bon, qui a fait pas mal d'albums, qui a fait des choses intéressantes aussi, qui a fait des
Bon, je continuais à m'intéresser beaucoup à la musique contemporaine de création. J'écrivais certains morceaux, des compositeurs écrivaient pour moi. C'est vrai que dans un premier temps, j'ai été très ouvert. Après, je me suis passionné pour le fait de la musique traditionnelle. Je me suis vraiment spécialisé en musique bretonne. Bon, j'avais plus de 40 ans, j'ai passé l'examen qu'on appelle le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur, le CA, en musique traditionnelle. Donc là, ça m'a demandé aussi beaucoup de recherches en ethnomusicologie, beaucoup d'écoute d'archives en musique bretonne. Et là, je me suis quand même beaucoup plus spécialisé en musique traditionnelle et dans la transmission de la musique traditionnelle. Et c'était un petit peu différent. Ouais. Premier panorama, ça m'a vraiment étonné, c'est le succès qu'il a eu et encore aujourd'hui. Ouais. Alors que ça restait quand même le fruit d'un musicien classique, j'ai envie de dire. C'était très ouvert, mais il n'y avait pas beaucoup de recherche au niveau des harmonisations. Mais par contre, c'est là où on voyait que les harpistes étaient très en retard, parce que je m'étais beaucoup servi, c'est pas vraiment le mot, mais j'étais beaucoup influencé par les guitaristes qui depuis toujours jouaient tous ces répertoires-là et sans aucun souci. Et donc, panorama de la harpe celtique, il y avait eu un panorama de la guitare je crois que c'est Yvan Rivoal, qui avait très bien marché. Et moi, je voulais vraiment proposer ça. Et c'est vrai que ça a plu parce que tu vois, tous les professeurs de France et d'Europe ont pu l'utiliser. Il y avait à la fois un peu de musique classique, mais notamment une étude de Sor, là, qui était Fernando Sor, et d'autres musiciens. C'est là où on pouvait voir que c'était un instrument à part entière. Et ça, pour moi, c'est très important. Et donc, le deuxième panorama, c'est vraiment centré sur la musique des pays celtiques. Donc, Écosse, Irlande, Bretagne. Donc là, c'est beaucoup plus pointu, avec toutes mes recherches sur l'harmonisation, sur la façon de jouer des mains gauches, sur le côté des variations. Voilà. Par contre, et c'est pour ça que j'avais absolument voulu mettre un CD, parce que je voulais pas que la partition soit exactement comme ce qu'on entend, puisqu'on peut faire quelques petites variations, même si j'ai fait vraiment soft, parce que bon, il fallait que ça soit utile. Oui, bah forcément, on peut pas se renier. Et puis, faut faire attention aussi, parce que dans la mesure où on n'avait pas de tradition de harpe, l'écueil qui a été souvent qui était dangereux en Bretagne, c'était de vouloir faire comme les autres, c'est-à-dire faire comme les sonneurs ou comme les chanteurs. Mais on n'est pas des sonneurs de bombarde et on n'est pas des chanteurs traditionnels. On est quand même des harpistes. Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus simple à faire à la harpe? C'est un arpège quand même. Hein. On retrouve ça quasiment partout. Et là, mon parcours avec la musique médiévale, parce que j'avais fait pas mal d'études là-dessus, avec la musique contemporaine, après avec l'improvisation, ça m'a quand même aidé, en effet, à trouver ces petites tensions, ces petites dissonances qui intéressent l'oreille, parce que les musiques traditionnelles, c'est comme des musiques très répétitives. Donc évidemment, en fest-noz, peu importe, puisqu'on continue à danser, on est content. Mais en musique à écouter, c'est quand même bien d'avoir toujours le petit détail, Et comme tu dis, ça vient pas de nulle part, ça vient d'un contexte culturel. Et c'est ça qui m'a passionné dans les musiques traditionnelles, c'est de comprendre d'où venait cette musique, d'où venait cette danse, qui est-ce qui l'a fait avant, comment est-ce qu'elle a évolué. Alors que en musique classique, il y a des très bons instrumentistes, mais souvent ils n'ont aucune culture. Ils savent à peine de quelle époque le morceau qui joue est, si c'est de la musique romantique ou de la musique du XVIIe. Et c'est ça, je trouvais ça. Je pense que c'est mieux maintenant. Il y a eu un effort de fait dans les conservatoires. C'est hyper important. Bon, moi qui ai beaucoup travaillé avec des élèves et puis avec des étudiants en musique traditionnelle, puisque j'étais coordonnateur au pôle supérieur à Rennes pour les étudiants professionnels en musique traditionnelle. La source, c'est absolument capital, parce que il faut comprendre d'où viennent les choses. Si en effet on dit que c'est de la musique galicienne alors que c'est une musique bretonne, si c'est une musique bretonne, il faut savoir ce que c'est. Si c'est une danse, il faut savoir comment on la joue. Donc à la fois c'est très amusant parce que c'est comme un pulse, hein, ou comme un roman policier, on cherche, mais à la fois c'est capital pour l'interpréter parce que ça fait travailler l'imaginaire, ça fait travailler l'imaginaire à la fois en extérieur et puis en profondeur. Et t'as raison, il faut vraiment. Autrement, la musique traditionnelle, elle devient très vite complètement édulcorée. Oui. Si on ne sait pas d'où ça vient, oui, je vois très bien. C'est là où il faut faire des recherches. Ouais. Bon, par exemple, tu parles de Brian Bowes, c'est intéressant parce que c'est vrai que maintenant, même en Irlande, ils le jouent souvent en jig. Oui.
Alors, si tu sais pas d'où ça vient, que c'était un morceau joué par les harpeurs du duc, enfin du roi Brian Boru, sans doute au XVe siècle, dont on a pu retrouver, sans doute d'ailleurs, non, je dis des bêtises, c'est sans doute bien avant, c'est plutôt au XIe. Mais par contre, on a retrouvé une harpe dite de Brian Boru au XVe siècle, etc. Bon, à vérifier tout ça, parce que c'est pareil, faudrait être très précis. Si tu connais pas toute cette histoire, tu peux pas l'interpréter vraiment bien. Bon, après, on a le droit de tout faire. Si on a envie de faire une jig avec Brian Boru, pourquoi pas. Mais surtout en tant que pédagogue, professeur, il faut vraiment expliquer aux élèves, si tu veux. C'est pas une jig quand même, Brian Boru. Mais c'est là qu'on s'aperçoit. Bon, je parlais de la harpe classique au conservatoire où on demandait un très haut niveau de technique. Mais la musique traditionnelle, quand on veut approfondir un peu, c'est complexe aussi, parce que en plus, comme c'est pas écrit la plupart du temps, donc comme tu dis, il y a des changements de nom, il y a des gens qui veulent pas dire les sources. Donc c'est aussi tout un travail, mais très différent de celui d'une musique classique. Voilà, c'est le tout début de mon enseignement. Ça, c'est venu juste après le panorama de la harpe celtique. Le panorama, c'était donc pour montrer que la harpe était un instrument à part entière, qu'on pouvait jouer plein de répertoires différents, variés, de tous les pays du monde. Harpe d'or, c'était quand même... J'ai pas employé le mot méthode parce que je l'aimais pas et puis je voulais pas rebuter les élèves, mais c'est quand même une méthode de base parce que je continuais à voir, donc dans les années 85-90, que certains professeurs n'avaient aucune base personnelle de technique et les élèves avaient des positions mauvaises et n'arrivaient pas à jouer vite. Donc c'est vraiment, harpe d'or, c'est quand même vraiment une méthode pour apprendre tout simplement à poser la main. C'est des exercices tout simples et les morceaux, c'est des morceaux dans lesquels il y a une difficulté technique. Qui permet d'avancer, mais pour la harpe, on n'avait pas encore déjà d'une partition avec des petits dessins. C'était la première qui existait. On a toujours été un peu en retard les harpistes. Hein. Et donc ça j'y tenais absolument, hein, qu'il y ait toutes les petites images. Et puis surtout, on avait des séries d'exercices. Je vois que tu as les exercices de Maïté Etcheverry, mais bon, c'était exercice numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Alors que moi, c'était quand même des exercices améliorés et qui avaient un petit intérêt musical et qui s'appellent la girafe, coquillage, les petits cailloux, l'ours et la souris. Ça, c'était pour des enfants qui démarraient, donc ils étaient au CP, ils avaient 6 ans et demi, 7 ans, 8 ans, certains sont un peu plus grands. Et donc, pour moi, c'était important de faire quelque chose de beaucoup plus ludique que ce qu'on avait, parce que nous, on n'avait que des séries d'exercices comme Etcheverry, ou alors la grosse méthode de Grossi, qui est bien sûr pas mal pour la technique, mais musicalement, c'est tout en do majeur, c'est tout en temps fort sur les noirs, toujours pareil aux deux mains. C'est presque anti-musical. Hein. Moi, de temps en temps, ça peut être bien de faire ça pour se faire un peu technique, mais les élèves, ça passait pas du tout. Hein. Donc ça, on est pas du tout dans la musique traditionnelle, mais on est dans un abord ludique et pédagogique de la harpe. Et bon, là quelque part, j'étais un peu précurseur dans le monde de la harpe. Et moi, ce que je trouve étonnant, c'est que j'ai plusieurs adultes à qui je n'osais pas proposer cette méthode-là, et puis ils l'adorent parce que elle est quand même très pédagogique au sens très progressive, et puis c'est assez clair ce qui est demandé, ou celle de Cherquefausse en effet, hein, que je connais, qui est très bien aussi. Et je veux dire, les élèves adultes, ils adoraient travailler là-dessus parce que à la maison c'était assez simple, et puis c'est des morceaux très courts. Oui. Bah, le rôle du professeur reste primordial de toute façon, parce que on a beau expliquer tout dans une méthode, il y a plein de choses implicites qu'on ne peut pas comprendre tout seul, par rapport à la position de la main, par rapport à l'écoute, par rapport au son. Et on a beau avoir des méthodes, des vidéos, on a quand même besoin, puis on a besoin d'un être humain qui te dit, attention là, ça va pas, là t'as compris, là t'es en train de faire beaucoup de progrès, etc. Et on progresse beaucoup plus avec un professeur. Ça, moi, on peut pas se passer d'un professeur si on veut avancer. Bah oui, très souvent, parce que bon, il y a déjà mes propres élèves. Je peux penser à Anne Postic, je peux penser à Nicolas Cadoret, qui est professeur ici à Brest. J'ai quand même pas mal de collègues aussi en Italie, en Suisse, et avec qui on a beaucoup. Alors, je les ai eus comme élèves, et puis après, ils sont devenus professeurs à leur tour, ils ont eu des postes. Et puis on a eu beaucoup de retours, j'ai beaucoup parlé. Je leur ai beaucoup expliqué aussi comment moi j'ai pataugé, au début je savais pas comment me dépatouiller avec ce que j'avais appris, puisque je devais apprendre aux élèves. Et puis
leur expliquer que c'est très important comme professeur, c'est de faire passer ce que soi-même on a envie. C'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de liberté pédagogique. Il faut vraiment que les directeurs le comprennent, que ce soit en éducation nationale ou que ce soit au ministère de la Culture. Un professeur, il doit avoir de la liberté pédagogique parce qu'on peut bien enseigner que ce qu'on aime et que ce qu'on a envie de transmettre. Donc il y a des périodes où tu as plus envie de faire telle chose, de faire tel répertoire, d'autres et c'est très important, je disais à mes élèves, toi si tu as envie de te spécialiser dans cette partie-là, mais vas-y, c'est comme ça que tu vas être génial avec les élèves. Et puis bon, j'ai fait beaucoup de stages, notamment en Suisse et en Italie pour des futurs professeurs de harpe celtique. Et puis, puis j'ai eu beaucoup d'élèves en stage aussi dans ma classe. En tout cas, à ma génération, on avait 0 formation en pédagogie. C'est-à-dire, on passait nos diplômes au Conservatoire supérieur de Paris, puis après, tu avais plus ou moins automatiquement un poste et on se retrouvait professeur sans aucun élément en musique, hein, sans aucun élément pédagogique. Donc, on apprenait sur le tas. Donc, si t'es doué, que t'aimes les enfants, que t'aimes la transmission, tu peux apprendre assez vite si tu prépares tes cours. Bon, si t'as pas du tout ce sens-là, bah, tu seras un mauvais professeur toute ta vie. Bon, par contre, la nouvelle génération, maintenant, quand même, depuis 20 ans, dans les CFEDEM, maintenant dans les pôles supérieurs, quand ils passent leur diplôme, leur DE de pédagogique, ils sont quand même beaucoup mieux formés. Ils ont quand même des bases de psychologie de l'enfant, de savoir comment faire comprendre. Bon, il n'en reste pas moins que la transmission, ça vient vraiment de soi-même, ça vient de sa personnalité. Et puis de sa personnalité, si tu veux. Si t'es pas quelqu'un de généreux, qui a envie de partager, qui accepte que un enfant soit pas très doué ou comprenne pas de la même façon. Ce qu'il faut comprendre en pédagogie, c'est qu'il y a plein de façons d'appréhender un sujet. Il y en a qui c'est plus par l'oreille, d'autres c'est plus par les yeux, d'autres c'est plus par le relationnel, d'autres ils mettent beaucoup de temps et puis après ils y arrivent très bien, d'autres ils vont à toute vitesse mais ils assimilent pas les choses. Tous les enfants sont différents, tous les adultes aussi. Je pense que c'est vraiment la meilleure leçon de pédagogie, c'est que il faut vraiment s'adapter à chaque élève. Ce qui est pas toujours simple, mais ce qui est absolument passionnant. Comme conseil que je pourrais donner, c'est ce que j'ai compris à la fin de ma vie pédagogique au conservatoire, c'est dans un premier temps, il faut pas que ça soit le professeur, il sait tout, il est très fort, c'est un très grand harpiste, il a tout joué, et puis l'élève il sait rien, il a jamais rien entendu, et moi je vais t'apprendre ce que je sais. Moi j'allais un petit peu loin pour débuter les élèves, c'est que je leur donnais aucune indication, je leur dis voilà, t'as une harpe, je mettais même pas de chaise. Bon maintenant, essaye de sortir du son. Et petit à petit, je l'amenais à comprendre. Alors je disais, là maintenant tu peux aller vers les graves, va vers les aigus. Si tu jouais deux notes ensemble, 3 notes ensemble. Mais après tout, est-ce que tu es bien debout? Je sais pas. Essaye assis si c'est mieux. Alors quelquefois il se mettait à l'envers en face de la crosse de la harpe. Je dis pourquoi pas, on peut jouer comme ça aussi, tu fais quand même sonner ta harpe. Voilà. Et donc, pendant 2 ou 3 mois, j'ai laissé vraiment patouiller, se dépatouiller. Alors, je jouais un petit peu de temps en temps, comme ça ils pouvaient avoir des petites indications, mais je leur disais pas, c'est comme si, c'est comme ça. Comme moi, j'ai vu beaucoup de professeurs qui disent, lève ton pouce, va aller, articule au fond de la main, et je connaissais aussi une collègue qui faisait, les premiers cours, ils n'avaient pas le droit de toucher aux cordes. Il fallait juste qu'ils approchent les mains devant les cordes, qu'ils mettent la position. Et ils n'avaient absolument pas le droit d'émettre un son. Mais c'est anti-musical, c'est anti-pédagogique, c'est anti-musical, anti-humain. Donc moi, le premier conseil que je donnerais, c'est les enfants qui viennent nous voir, ils entendent de la musique depuis 7 ans, 8 ans. S'ils ont choisi la harpe, c'est qu'ils ont une petite idée derrière la tête. Donc laissez-les appréhender, choisir l'instrument, trouver eux-mêmes. Puis petit à petit, vous allez distiller des petites indications, pourquoi c'est mieux en effet d'articuler, pourquoi c'est mieux de lever le pouce, pourquoi il faut dégager les coudes parce qu'autrement on va être complètement coincé, pourquoi on peut jouer debout, c'est très bien sur scène, mais c'est peut-être intéressant de jouer assis. Et puis petit à petit, on donne des éléments, mais toujours garder à l'idée que un être humain, il a sa faculté d'entendre, d'écouter, de comprendre. Et le professeur, il sait pas tout, parce que le professeur, il a eu son parcours, mais 25 ans, 30 ans après, il sera has-been, il sera démodé, faut reconnaître. Donc
il faut vraiment laisser à chacun l'autonomie de découvrir. Et c'est vraiment, alors ça peut faire peur au début, mais moi je trouve que c'est très très efficace. Non, il faut accompagner un désir, une joie de faire de la musique, mais il faut pas imposer ta passion. Parce que tu as des professeurs aussi qui veulent tellement passionner leurs élèves. Finalement, c'est la passion du professeur, mais c'est pas la passion de l'enfant ou de l'élève. Donc il faut juste accompagner. Bon, si on part, quelquefois on a des enfants très très doués. Bon, quelquefois, mais souvent ils sont pas très travailleurs. Bon, oui. Mais bon, là, quand on sent qu'on peut vraiment pousser un petit peu, bon, on peut voir ça, mais il faut lui dire, écoute, toi, tu as beaucoup de possibilités. Si tu travailles, tu vas progresser très vite. Moi, est-ce que tu as envie de le faire? Moi, je veux bien t'accompagner. Moi, je suis là pour ça. C'est à toi de me dire si je fais trop ou pas assez. C'est dans un dialogue permanent. Et puis, il y a un deuxième conseil que je pourrais donner, c'est que la musique, c'est du partage. Hein. Comme tu dis, moi, je souhaitais pas que mes élèves ils restent toute la journée dans leur chambre en attendant que quand 10 ans après, ils pourraient jouer un morceau très très difficile. Il faut que dès qu'on peut avoir un morceau à peu près su, il faut absolument le partager, le jouer. Donc, je disais déjà jouer aux parents, jouer aux grands-parents, et je disais mais aux parents de mes élèves, mais vous avez des amis qui viennent, vous amenez la harpe au dessert ou à l'apéro, parce que pour moi, on fait pas de la musique que pour ça dans sa chambre, hein, il faut ou dans son salon. La musique, c'est pour partager, c'est pour créer une émotion qui mettent au diapason des êtres humains, qui ressentent cette émotion. Et c'est hyper important de comprendre ça. Et ça, c'est l'avantage d'être dans un conservatoire, c'est qu'il y a quand même des budgets de ce qu'on appelle l'action culturelle. On a facilement des salles, on a facilement du secrétariat qui organise pour faire venir du public. On peut avoir maintenant un technicien qui va pouvoir amplifier le son. Et ça permet... si le professeur, faut que le professeur soit motivé, accepte de passer du temps, d'accompagner les élèves lors des concerts, lors des projets. Mais c'est ça, faire de la musique. Oui. C'est pas être excellent et pouvoir jouer des morceaux très difficiles et tout seul chez soi. Alors, en effet, je suis retraité, même si un musicien, il a toujours sa sensibilité, sa créativité, j'espère, hein, jusqu'au bout. Alors, j'ai envie de dire, première chose, c'est que j'écoute de la musique en ayant l'audition détendue, parce que je pense que tu dois comprendre ça quand on a des élèves le mercredi de 9h à 20h, et c'est presque toute la semaine, et qu'on fait des projets le week-end. Quand j'allais à un concert, quelquefois je me disais, oh là là, mais ça fait encore de la musique, ça faisait beaucoup. Donc là déjà, j'ai le plaisir vraiment d'écouter de la musique avec un corps qui est prêt à l'écouter. Donc, bon, si, on analyse, parce que ça c'est une déformation. Je reste quand même extrêmement critique et difficile. Tu sais bien comment c'est quand on est spécialiste d'un domaine. Donc, j'analyse pas, mais mon cerveau analyse ce que j'entends. Bon, ça c'est comme ça. Hein, voilà. Donc, j'ai un rapport à la musique qui est intéressant. Bon, je continue à suivre, être en relation avec mes élèves, notamment mes élèves adultes. Bon, je fais quand même des jurys, j'accompagne, notamment quand ils font des travaux écrits, j'accompagne des mémoires. Non, par contre, j'ai une deuxième passion, enfin, j'en ai beaucoup dans la vie, mais c'est tout ce qui concerne la culture chinoise, avec la médecine chinoise et le Qigong. Et donc, depuis 15 ans, j'ai beaucoup travaillé au niveau du Qigong, donc cette gymnastique chinoise très lente, hein, qu'on voit dans les jardins en chinois, mais maintenant beaucoup aussi en Europe. Et donc, depuis cette année, j'ai pu trouver des cours à donner, des vrais cours dans des... formé? J'ai été formé sans avoir un diplôme officiel, mais j'ai une formation avec un maître chinois qui est médecin de médecine chinoise, mais médecin aussi classique, et donc qui parlait français parce qu'il avait sa médecine en Algérie. Et donc j'ai fait des années, enfin il venait tous les ans un mois l'été, et j'ai fait des années de formation avec lui. Et donc ça me passionne beaucoup de pouvoir transmettre, parce que ça c'est quand même ce qui est quand même agréable dans la vie, c'est que ce qu'on a développé dans un domaine, ça sert dans un autre domaine. Donc, voilà, une boîte à outils, puis presque plus ça, presque plus que ça, presque une manière d'être. Et donc j'ai été très étonné de voir que quand j'ai voulu transmettre le Qigong, ça passait vraiment bien, et les élèves sont ravis, et je suis créatif, voilà. Donc ça m'apporte beaucoup, ça me demande. Oui, j'aime ça, j'aime la transmission, oui, tout à fait.
Non, bah, Ouais, écoute, non, mais ouais, bah, c'est très faudra bien. mieux faire une deuxième vidéo. Là, c'était Oui, sympa, oui, hein. oui, non, mais c'est super. Bah, écoute, je te Bon, en tout souhaite cas, je te remercie parce que tu avais bien préparé et puis tu as des connaissances bien précises. Non, mais je vois bien que tu es, bien dans l'écoute de ce qui s'est passé, des vidéos que tu as j'essaie, regardées. j'essaie. C'est intéressant parce que ça C'est permet de... c'est gentil, Non, mais tu vois. c'est important de se rendre compte, si tu veux, c'est que on n'invente pas tout parce que quand on est jeune, moi j'étais pareil, hein, tu étais un petit peu péteux, donc, quand tu sors de Paris, tu te crois vraiment excellent et tout ça. Mais en fin de compte, on est vraiment, on est la suite de ce qui s'est passé avant. La harpe en France, moi, je vois mes élèves, il y en a beaucoup. Je leur disais c'était qui jouaient dans la rue, si tu veux, pour avoir Oui, des sous. bien sûr. Mais alors, tu vois, les étrangers, les Allemands, ils connaissent pas. Hein, parce que nous, on connaît des petits milieux où il y a de la harpe en Allemagne, mais euh, donc elle se faisait plein d'argent. Hein, là, puis alors moi, je disais, mais c'est super, mais n'y va pas toute seule, c'est pas marrant. Allez-y à deux, et puis vous jouez votre répertoire. Puis alors là, vous n'hésitez pas, hein, votre morceau, vous jouez 10 fois de suite. Non, mais c'est pas du tout comme une audition où on joue son morceau une fois. Et c'est ça aussi être musicien. Hein, c'est pas parce que on a trop aussi enfin pas toi parce que t'as pas été formaté, mais on a trop le côté classique. On joue dans une salle de concert dans des conditions exceptionnelles. Ben non, un musicien, il faut qu'on sache jouer. Un repas, sur un marché. Bon, après, il y a un minimum d'écoute avec un instrument comme l'harpe qu'on n'entend pas beaucoup. Il faut trouver des solutions. Après, ce qui est délicat, c'est que tu as des gens qui disent, mais moi j'adore la harpe et je peux pas entendre. Bon, faut trouver avec l'harpe, faut quand même trouver des solutions pour qu'il y ait un moment où on t'écoute un peu. Parce que non, bah écoute, c'était sympa. C'est bien.